commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. La partie peut commencer. Survivre à l'inversion des valeurs et autres mauvaises informations. Je vous explique un peu, je vous mets dans le contexte. Il y aura plusieurs parties dans la vidéo. Cette fois, j'ai vu trop de choses sur YouTube et je vais me lâcher, je vais donner des noms de chaînes alors que c'était pas du tout mon style. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre que les informations qu'on vous donne sont des informations qui peuvent être dangereuses. Donc, comme cela plaît à une majorité de gens, parce que ça flatte leur ego, il faut quand même être au courant pour éviter de se retrouver avec des informations qui peuvent nous mettre en péril. Concernant la partie valeurs inversées, survivre à ces valeurs inversées, qui sont à l'heure actuelle la majorité dans les télévisions, dans la manière de s'exprimer, etc. Je suis tombé sur une discussion sur Facebook d'une jeune femme qui est dans la survie, dans la permaculture, vivre en forêt, en montagne, d'accord. Il n'y a pas d'accès direct pour aller chez elle, c'est un chemin de plusieurs kilomètres, un petit sentier, enfin c'est très compliqué, elle doit se faire livrer le matériel par hélicoptère, mais à part ça, tout va bien. Donc, cette jeune femme parlait dans Chat sauvage qu'elle est en train de peu à peu, comment dirais-je, amadouer, domestiquer, j'aime pas le terme parce que c'est pas le cas, un chat sauvage restera sauvage quoi qu'il arrive, pour pouvoir le capturer, l'amener chez le vétérinaire, le faire castrer et le donner à l'adoption via une SPA. Ouais, c'est un animal sauvage. Alors, j'ai fait une remarque en mode un peu provocateur, vous me connaissez, en disant que si elle le castrait, le jour où une fée viendrait pour exaucer ses désirs et qu'elle voudrait transformer le chat en question en prince charmant, qu'elle serait bien embêtée de l'avoir castré. Et par-delà cette blague, je disais, mais c'est un animal sauvage, il faut le laisser, il est dans la nature, il vit sans aucun problème, faut le laisser en paix. Évidemment, je me suis fait tomber dessus par une tripotée de jeunes femmes. Typiquement, elles vivent en ville, elles connaissent rien du tout à la campagne, à la forêt, etc. Mais non, c'est pour son bien qu'il faut prendre le matou et le castrer. Alors, elles insistaient toutes sur la castration, et j'ai dit comme quoi il me semblait qu'elles avaient un problème dans leur relation au mâle. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc évidemment, ça a pris des proportions ridicules. Des espèces de métrosexuels m'ont traité de misogyne. Que moi j'avais un problème, non, pas de problème, moi je m'en fous. Et en fait, la jeune femme qui parlait d'attraper le chat en question, qui prône donc le retour à la liberté,
etc. Alors c'est le retour à la liberté de l'être humain, pas des animaux. Et en fait, il semblerait qu'elle veut castrer le chat surtout parce que ces deux chats ont eu des problèmes avec, ils se sont pris des raclées, il y en a un qui a été blessé, et puis le chat en question, prétendument, il était affamé et il venait se nourrir dans leur gamelle. Bah attends, t'es en forêt, cocotte. T'as un chat sauvage, il voit une source de nourriture pas très difficile à se la procurer. Bah, un chat sauvage, c'est quoi? Bouffer, dormir, chasser, chier, et puis de temps en temps attraper une chatte. Voilà, ça c'est un animal sauvage. C'est la vie de tous les jours. En fait, ce qui lui posait problème, c'est que ces matous non sauvages étaient, entre guillemets, se prenaient des tannées, des roustes par l'autre chat. Et c'est pour ça qu'elles veulent castrer. Alors c'est bien pour parler de retour à la nature, être féral, être sauvage, être une sauvageonne. Ouais, cocotte. Donc très bien ton projet, mais le reste, pour parler bon français, c'est de la merde dans la tête. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour la première chaîne dont je voulais parler, avec l'inversion des valeurs. Une autre chaîne tout en fait intéressante, il y a toute une série de petites chaînes qui sont sorties sur le survivalisme, qui sont, on voit, c'est fait avec par des bobos, il n'y a pas d'autre terme, des gens qui sont dans leur salon, dans leur canapé, qui copient tout ce que les autres font et qui donnent des informations totalement aberrantes. Et là, en l'occurrence, la chaîne dont je parle actuellement a sorti une vidéo ce matin. Nous sommes le samedi 12 juillet pour parler de l'IA qui allait nous mettre en confinement. Bon. En gros, moi, quand je sais pas, je demande à des gens qui savent et je tente, dans la mesure du possible, d'éviter de raconter des conneries. Alors, d'après elle, cette IA avait attaqué les centrales électriques, avait attaqué les productions d'eau, la nourriture, blablabla, confinement, bref, de la merde en barre, comme dirait Jean-Pierre Coff. De quoi s'énerver, Or, la réalité, c'est que durant 3 jours ici à Genève, j'ai participé à un sommet sur l'intelligence artificielle qui était créé et mis en place par l'Union internationale des télécommunications. Donc, c'était plutôt des pointures dans le domaine de l'IA qui étaient présentes. Et j'ai pu parler avec certaines de ces personnes, poser des questions. On va déjà différencier ce que j'appelle les IA civiles des IA militaires. Ce sont 2 choses différentes. Un de ces développeurs, chercheurs, un gars qui a un doctorat en robotique et autres, une grosse tête, me parlait du projet qu'il avait développé avec un drone, intelligence artificielle, pour survoler les surfaces d'étangs et autres qui sont des nids à moustiques, typiquement en Afrique, avec la malaria, et que le drone en question était équipé d'un système qui permettait d'éradiquer les larves de manière totalement automatique, ce qui est absolument fantastique. Ça fait 35 ans qu'il travaille sur ce projet, et il a plus les fonds cette année, parce que le président de la commission qui lui a alloué les fonds a été remplacé par une personnalité qui travaille dans une big pharma, qui fabrique, je vous laisse le deviner, des médicaments contre la malaria. D'où conflit d'intérêts
et hop, son projet est passé à la trappe. J'ai discuté avec un autre concernant toujours les drones, l'intelligence artificielle, et il me disait qu'ils avaient fait énormément de progrès dans ce qui était les incendies. Alors vous avez vu les incendies qu'il y a eu à Marseille ces 2-3 derniers jours, qui étaient absolument énormes. Et ces drones en question ont une capacité de reconnaissance, avec ce qui a été fait avec l'intelligence artificielle, mais aussi de voler à l'intérieur des flammes pour pouvoir modéliser la manière dont se comporte l'incendie. Donc c'était passionnant. Voilà un petit peu pour l'intelligence artificielle. Évidemment, il y avait une partie robotique, les robots qui reconnaissaient des ordres, etc. Mais j'ai pas vu de choses vraiment exceptionnelles. Ça avance, ouais. On est toujours dans des choses qui distraient les gens, qui suppriment des emplois à faible valeur ajoutée. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, je dirais, avec l'intelligence artificielle de type civil. L'intelligence artificielle militaire, c'est différent parce qu'elle est programmée de manière à reconnaître des éléments amis, ennemis, des choses qui peuvent la mettre en danger, et puis elle va réagir face à ce qu'elle peut considérer comme une menace potentielle de basse intensité, moyenne intensité, haute intensité, et décider de l'éviter, de se camoufler, de se mettre en mode repos jusqu'à ce qu'elle soit partie, ou de l'attaquer. Bon, typiquement, ce sont des petits chars, un peu comme un peu plus gros que des tondeuses à gazon. Vous savez, les nouvelles tondeuses à gazon modernes, type Roomba et autres, c'est plus gros que ça, mais ça se rapproche de ce genre de choses. Il y a aussi les systèmes de surveillance qui ont été créés, qui peuvent aller dans des endroits beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus discrète. Tout ça pour collecter du renseignement en fait. Mais le problème reste quand même la transmission des données, parce qu'au-delà d'une certaine distance, vu les capacités, vu la taille de ces engins, les capacités de la batterie aller-retour, le fait qu'il y a énormément de contre-mesures de guerre électronique qui vont détecter tout ce qui est communication, je suis pas certain que ce soit vraiment au point. Et le problème avec les militaires, et ça dans tous les pays, c'est que la plupart d'entre eux s'autocongratulent, s'autofélicitent les uns les autres, et on n'est pas dans l'efficacité, on est dans le léchage de cul et le pignolage mutuel, ce qui est dramatique. En tout cas, à mon sens, l'intelligence artificielle, actuellement, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai discuté, c'est pas un risque majeur. Je dis bien actuellement. Mettre en panne une centrale électrique, on sait faire, c'est pas compliqué. On tronçonne les pylônes, on fait péter ces derniers. Les centrales nucléaires, dès que la température de l'eau de refroidissement de la rivière qui passe augmente à une certaine température, eh bien elle va couper. Bref, il suffit tout simplement de boucher les prises d'eau, ce qui n'est pas difficile. Vous allez à l'endroit où il y a la prise d'eau, évidemment il y a des systèmes de protection pour qu'il n'y ait pas des détritus qui rentrent dedans. Mais vous prenez des bonbonnes de mousse expansive, et puis c'est bon, avec 2, 3, peut-être 4 bonbonnes, vous faites un mur devant, et il n'y a plus d'eau qui rentre. Et votre centrale nucléaire, elle tombe. Pas besoin d'intelligence artificielle avec ça. La stupidité naturelle est suffisante. Et maintenant,
Bah oui, là, la chaîne là, dont je parlais, c'est Collapsoland. Voilà. La chaîne précédente avec le chat, c'est Je suis Feral. Maintenant, on va parler des chaînes des militaires. Les militaires de la mort qui tue, qui vous vendent des formations, de la merde, pour la plupart des cas, des aberrations. Alors, ils sont des très bons formateurs, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est pas du tout adapté à notre configuration, c'est pas du tout adapté à ce qu'il faut faire dans la vie réelle. Donc vous en avez un, lui il vous recommande de manger du cambium si vous avez faim dans la forêt, etc. Bon, bah faut déjà trouver le cambium, faut arriver à arracher l'écorce de l'arbre, faut arriver à le couper, en faire des lamelles, il faut le cuire environ une vingtaine de minutes. Ouais, bon, vous devez faire un feu. Un feu, ça signifie odeur, ça signifie lumière, ça signifie dégagement thermique. Je reviendrai sur le dégagement thermique après. Quoi encore? Bah ouais, si vous êtes en forêt et que vous essayez d'éviter d'être vu, bah les odeurs, ça porte très loin. La fumée, tout autant. Donc c'est pas une bonne solution. Dans le même ordre d'idées, il vous recommande, si vous êtes en voiture, que vous vous faites agresser, que vous êtes dans votre voiture, de sortir avec 2 morceaux de bois pour vous battre contre les agresseurs. Ouais, c'est bien. Alors, vos 2 morceaux de bois sous le siège, quand vous allez avoir un contrôle de police, de gendarmerie, qu'on va vous demander à quoi ça sert, ça va être limite pour le justifier. S'ils sont dans le coffre, ça ne sera pas utile parce que vous n'aurez pas le temps d'arriver au coffre. Par contre, les mecs qui vous agressent quand vous êtes en bagnole, ben un mec tout mouillé, ça fait 80 kilos, vous agresse, vous lui roulez dessus, vous n'en avez rien à foutre. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas sortir, vous mettre en danger, surtout s'il y a 3 ou 4 racailles. Vous les écrabouillez. C'est loin, c'est fini. Qu'est-ce que vous en foutez? Ils vont pas aller porter plainte, hein, je vous le garantis. Bref, totalement inadapté. Alors concernant les feux, vous avez bien vu ce qui se passe en Ukraine avec l'opération spéciale. Les drones, les capacités thermiques que l'on a pour repérer les gens. Ils sont sous des arbres, ils sont dans des bâtiments, etc. On repère les empreintes thermiques. Donc non, vous n'allez pas allumer un feu si vous êtes parti, si vous êtes en fuite, si vous êtes en exode, vous n'allez pas vous faire repérer. Pire que ça, à l'heure actuelle, la police française, gendarmerie et autres disposent de caméras thermiques qu'ils utilisent pour verbaliser tout ce qui est camping-car, véhicules de loisirs, pour autant que vous alliez dans des endroits qui sont dans la nature. Ils vérifient avec ces outils s'il y a une présence thermique dans le véhicule, et si c'est le cas, ils en déduisent qu'il y a du monde dedans, ils viennent et ils vous collent une amende. Et ça, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, aller en forêt, ouais, avec les moyens technologiques actuels, vous serez repéré, point barre. Je discutais avec un de mes amis militaires ou gradés, qui lui me disait, on est capable de relever le passage d'une empreinte 6 heures après. Ouais, c'est intéressant. Donc voilà, la chaîne en question, c'est un dénommé JF qui la gère, qui donne les formations, et qui s'appelle Survie Formation sur YouTube. Donc c'est très joli, c'est très mignon, ça flatte bien votre ego, vous êtes capable de le faire, mais c'est pas du tout adapté à nos situations.
Voilà. On voit les déplacements, comment ils sont faits sur des chemins. Bref, j'en dirai pas plus, je vous laisse juger. Mais comme je l'ai dit, ça flatte l'ego. Une quatrième chaîne, ouais. Be Aware, Be Ready. C'est très bien, j'avais eu des contacts à l'époque, alors que sa chaîne s'appelait autrement, où il m'avait fait tout un pataquès concernant le nom du forum que je gère, donc survivalisme-attitude.org, qui existait avant même que lui soit présent sur les formations ou sur YouTube. Mais bon, c'était moi. Alors, une fois de plus, c'est un militaire qui va vous donner des conseils pour militaires qui ne sont pas adaptés à nos besoins et qui vont vous mettre en danger. Les 2 dernières vidéos, vous voyez, il y a 2-3 vidéos qu'il a faites dernièrement concernant les bombes atomiques, les Geiger, etc. Bon, alors on va reprendre depuis le début. En cas de risque de conflit nucléaire, on prépare un abri. Cet abri est en règle générale au sous-sol, c'est une pièce renforcée, il y a un système de ventilation avec des filtres, il y a des portes blindées, ça c'est dans le meilleur des cas. C'est prévu pour être fonctionnel en 48 heures. Ça vous donne un ordre d'idée, c'est comme ça que ça fonctionne en Suisse. Bon. Si vous n'avez pas d'abri, vous allez chercher la pièce la plus solide de l'endroit où vous vivez, vous allez la renforcer, vous allez créer un espace dans lequel vous pourrez vous réfugier, qui permettra de tenir plus que le reste de la maison, et vous préparer à aller dedans. Voilà comment ça marche. Dans les informations qu'il donne, il y a des aberrations, mais absolument monstrueuses. Au bout de 48 à 72 heures, vous pouvez sortir de l'abri. Non, vous ne pouvez pas sortir de l'abri, point barre. Au bout de 48 à 72 heures, une personne formée, équipée, avec pèlerine, avec pantalon spécial, donc typiquement plastique, caoutchouc, des bottes, des surbottes, un masque à gaz, des gants, peut sortir faire des mesures pour voir quel est le taux de radioactivité. Alors, en cas d'explosion nucléaire d'une bombe, les 3 premiers jours, il va y avoir énormément de radiation. Ça va baisser de manière à pouvoir sortir brièvement de l'abri au bout de 3 jours et de manière à pouvoir ressortir de manière presque normale au bout de 14 jours. Parce que les radionucléides auront perdu leur pouvoir néfaste de radioactivité. C'est toujours basé sur la demi-vie. Je mettrai un texte sur le Patreon qui explique les choses de manière claire et précise. Donc vous n'allez pas sortir comme ça. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, quel type de bombe ? Oui, les dégâts avec les bombes atomiques, c'est pas la radioactivité dans un premier temps. Et encore, ça dépend de la bombe, je reviendrai dessus. La première des choses, c'est le flash, qui peut vous rendre aveugle momentanément ou causer une cécité permanente. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est l'onde thermique, l'onde de choc. Voilà, vous allez cramer suivant la distance à laquelle vous vous trouvez de la bombe. Et ça, c'est calculable. Je vous mettrai le lien
d'un site internet qui permet de faire les calculs avec les explosions atomiques par rapport aux endroits où vous trouvez. Et vous saurez s'il y a des risques majeurs ou pas pour vous. Vous aurez tout un tas de choix de bombes nucléaires à utiliser pour faire des détonations et vérifier les choses. Si vous avez une bombe à neutrons, c'est une bombe atomique, bombe nucléaire, mais qui est optimisée pour dégager un rayonnement neutronique. Typiquement, ces bombes à neutrons, elles utilisent des grosses quantités de tritium. Il n'y a pas de cobalt autour, c'est un autre métal qui est utilisé justement pour laisser passer les neutrons. Ces bombes vont envoyer un rayonnement neutronique absolument énorme. En théorie, pour une bombe de 1 kilotonne, ça envoie 80 grays. 80 grays, c'est une unité de mesure. Le gray, à partir de 6 grays, c'est mortel. Ça va déclencher des cancers. La bombe à neutrons, en fait, va péter, les neutrons vont casser toutes vos structures ADN. Suivant la dose que vous allez prendre, ça va induire un coma, vomissement, etc., mais extrêmement rapidement. Donc, contre ce type de bombe, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que les rayonnements neutroniques vont très très loin. Ça pénètre énormément de choses. Donc, à moins d'être dans des sous-sols, le rayonnement ira droit. Là, vous aurez des chances de vous en sortir. Mais c'est quelque chose de vraiment dangereux parce que vous allez devenir radioactif vous-même. Typiquement, ils considèrent dans les chars, un char qui se prend, qui est dans une zone où il y a une explosion de bombes à neutrons, toute la carcasse métallique va devenir radioactive, même si le char n'est pas détruit. Et il va falloir un certain temps avant que ce char puisse être réutilisé parce que les gens, l'équipage qui viendrait remplacer l'équipage décédé, il serait contaminé par toute une carcasse radioactive et crèverait aussi. Ça vous donne un ordre d'idée de la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il a fait une autre vidéo sur les cages Faraday, avec ces fameuses boîtes métalliques que l'on ponce, on met de l'aluminium, et puis on met le matériel qu'on veut protéger dedans. J'avais déjà fait des vidéos dessus, c'est pas fiable. Déjà présenté le matériel que vous pouvez acheter, j'ai mis où on peut l'acheter sur Amazon, etc. J'ai pas d'affiliation. Donc, vous le prenez, vous protégez votre matériel, très bien. Vous le prenez pas, vous le protégez pas, très bien aussi. Moi, je m'en fous. Ce gars-là, donc Fred, de la chaîne Be Aware, Be Ready, vous verrez dans la vidéo concernant cette cage de Faraday avec sa belle boîte, qui va mettre une mise à terre sur la boîte en question. Ce qui est absolument inutile. Les mises à terre qui sont mises dans les cages de Faraday, dans les grandes cages de Faraday, sont faites pour limiter les risques liés à des décharges électrostatiques, pas des décharges électromagnétiques. Donc bref, il ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la réalité de bon nombre de chaînes de survivalisme qui sont dans un petit groupe, qui se soutiennent les uns les autres, de manière à se faire de la publicité, à vous vendre de la merde sur Amazon, à vous vendre des formations qui vous serviront à rien. C'est vrai que c'est utile d'apprendre à creuser un trou au milieu du désert pour vous protéger de la chaleur. Vous y allez souvent, vous, dans le désert? Parce que moi, pas. Moi, je suis dans la vie de tous les jours. Et c'est là où on a les meilleures chances de survie en cas de gros pépins, en cas de guerre, en cas de catastrophe.
Mais comme je l'ai dit, ça flatte les égos des gens et ça remplit les porte-monnaies des youtubeurs. Il y a des chaînes qui sont extrêmement intéressantes. En couple anglais, ça fait plus de 10 ans qu'ils vivent totalement off-grid en forêt. Et eux donnent tout un tas de trucs très intéressants. Ils expliquent les problèmes qu'ils rencontrent, comment il faut se comporter, comment ils les résolvent. C'est une très bonne chaîne. Je mettrai le lien à disposition. Vous verrez, vous pouvez apprendre énormément de choses. Il y a une autre chaîne, c'est sur les hobos. C'est un survivaliste qui est organisé comme les hobos. Les hobos, ce sont des gens qui, dans les années 20, années 30, aux États-Unis, se déplaçaient sur les trains, des resquilleurs, trains de marchandises, pour aller vendre leurs services et travailler comme saisonniers dans certains endroits. C'est de là que vient le terme hobo. Et c'est très intéressant parce qu'il présente une manière de vivre sans moyens technologiques, avec les méthodes des années 1920-1930. Et on apprend énormément de choses. Donc ça, ce sont deux chaînes que je vous conseille vraiment, parce que si on a un problème technologique important, eh bien, ce qu'on aura appris au travers de ces chaînes aura une valeur absolument énorme pour pouvoir faire face à la situation. Voilà, c'était les points que je voulais aborder aujourd'hui. J'avais fait une première vidéo hier concernant le chat et je suis féral, mais j'étais pas satisfait, donc c'est pour ça que j'ai fait celle-ci. N'oubliez pas, prenez soin de vous et pas forcément des autres. À très bientôt. Ciao.